ces montages, associant des éléments réels du mobilier hygiénique à des nus réduits à des silhouettes aseptisées. Alors, il y a aussi Klaas Oldenburg, né en 29, qui étale des nourritures gigantesques, rendues vulgaires non seulement par leur couleur hurlante, mais aussi par leur exécution fruste, qui ne cherche pas à tromper sur sa nature. Il va jusqu'à faire exécuter à une échelle véritablement monumentale des objets quotidiens, comme une cuillère ou une truelle, et à les planter dans le gazon d'une université comme des monuments de notre culture. Alors, Jem Rosenquist utilise de préférence les motifs publicitaires traités en larges aplats. Voilà Tom Wesselmann avec ses magnifiques figures de nu. Voilà un autoportrait. Ben, vous voyez, c'est un ensemble. Regardez ici, il y a des petites citations de qui là? Mondrian. Ben oui. Donc, il est mort en 2004, des suites d'une opération cardiaque. Avec Roy Lichtenstein et Andy Warhol, ce sont les représentants les plus connus du pop art américain. Donc ça, c'était considéré évidemment comme extrêmement impudique, hein, puisqu'on ne pouvait pas montrer un sein ni rien. Vous vous rendez compte que Roméo et Juliette, un gentil petit film de je ne sais plus qui, Zeffirelli ou je ne sais plus quoi, moi j'avais 18 ans, je ne pouvais pas aller le voir. Et je crois qu'ils s'embrassent une fois dedans, c'est tout. On ne voit même pas un bout de sein ou quoi, hein, c'est bien. C'était interdit au moins de 18 ans. J'avais dû mettre des hauts talons comme ça, un faux chignon, et tout pour faire ma madame. Je peux rentrer dans le cinéma, je ne le dis pas. Wesselmann entame sa carrière artistique voulant se démarquer des mouvements abstraits en vigueur. À ce moment, il décide de s'attaquer au thème traditionnel de la peinture, les nus, les natures mortes, les intérieurs et les portraits. Il cherche de la sorte à se défaire de la forte influence de Wilhelm de Kooning, vous vous rappelez, afin de trouver sa propre voie. Il donnera ainsi naissance à différentes séries, notamment les Great American Nudes et les Still Life qui le rendront célèbre. Il recourt au collage et aux juxtapositions, n'hésitant pas à intégrer de véritables objets. Carrément une porte de frigo, je dis quand même. Et les emprunts à l'histoire de l'art au sein d'un tableau, bien que réticent envers l'expression, Wesselmann est bientôt associé au mouvement du pop art, au sein duquel il exposera fréquemment. Voilà. Ça, on peut dire que c'est quand même l'esthétique, même si chez nous, il n'y avait pas des trucs osés comme ça. C'est l'esthétique pop art. Hein. Là, dans ce tableau, je me demande si le collage à la baignoire, si là, c'est pas une vraie lunette. Ça, c'est une vraie porte de frigo. D'ailleurs, on le voit bien, là, vous voyez l'ombre. C'est une vraie porte de frigo qu'il a collée dans son tableau. Vous voyez ça? Il recourt au collage jusqu'à un véritable objet. Il place une vraie porte de réfrigérateur rose et la production d'une toile de Picasso au sein d'une composition picturale serrée comme un Mondrian. Là, ici, on voit bien le relief de la porte. Voilà le Mondrian. Là, sur la porte de l'armoire, l'étoile. Et puis des bouteilles de bière, des pains industriels. Le premier président des États-Unis. Donc, collage d'images découpées dans des magazines et des objets trouvés. Scénario a presque toujours le salon ou chambre. Accroché au mur des portraits de personnages historiques américains tels que George Washington ou Abraham Lincoln, ou dans des tableaux notamment de Paul Cézanne, Matisse, Mondrian, Morterwelt, Lichtenstein. On les connaît tous, hein? Pas encore Lichtenstein, mais Morterwelt, vous vous rappelez? Reproduction des produits de consommation courante faisant partie de la vie quotidienne, bouteilles de Canada Dry, bottes d'asperges, paquets de cigarettes, crème glacée, présentés comme des symboles de la civilisation de l'abondance. Ils voulaient défier l'approche moderniste qui prévalait dans la culture de ce temps. Ils introduiront la culture de masse dans les débats sur la haute culture et ils réévaluèrent le modernisme pour
pour créer l'esthétisme de l'objet tel que ou l'objet trouvé. Alors, ça c'était un tableau de Matisse à droite, une odalisque, et là à gauche, Tom Wesselmann qui resynthétise, on va dire ça comme ça. Il le cite en tout cas. Voilà, Tom Wesselmann. Encore. Vous voyez, au niveau de la forme du tableau, on avait déjà vu ça aussi. Hein. La série des bouches. Alors, voilà, des sculptures. Il sculpte en grand une cigarette, des ongles vernis, ou ici un rouge à lèvres, un vernis, une boîte d'allumettes, des lunettes, enfin. Voilà. Cigarette. Alors, Klaas Oldenburg, voilà son portrait. Lui, il nous fait un grand trognon de pomme, par exemple. Alors, il est déchets. Ou ici, un violon. Je milite pour un art qui est politique, érotique, mystique, et qui n'est pas qu'un objet dans un musée. En chambre à coucher, il utilise un procédé typique de l'humour d'Oldenburg, celui de l'inversion ironique. En choisissant des surfaces rudes, des angles pointus et une austère froideur, il fait une observation pleine d'esprit sur la pièce la plus douce et la plus accueillante de la maison, celle qu'on associe le moins à la réflexion. Les meubles sont déformés selon la perspective d'un dessin, ce qui crée l'illusion d'une profondeur exagérée. Les textiles et les matériaux utilisés, une imitation commerciale du marbre, fourrure synthétique, simili-cuir, accentuent le phénomène. Aucun des meubles n'est réel. Aucun des accessoires ne fonctionne. La pièce tout entière est une illusion du fonctionnalisme. Même la série des faux tableaux expressionnistes abstraits confectionnés de tissus décoratifs ajoute de l'ironie à l'œuvre. Voilà. Donc il n'y a rien qui est vrai là-dedans. Il n'y a pas de vrai meuble, il n'y a pas de vrai tissu, il n'y a rien de vrai. Voilà un projet de monument pour la survie de l'Université du Salvador. Le crayon foudroyé qui écrit toujours. En France, ça pourrait être recyclé avec nos dessinateurs assassinés. Voilà du polystyrène, du coup. Ça fait un peu penser aux montres molles de M. Dali. Hein. Voilà, Klaas Oldenburg, ici, il a fait pas mal de happenings et de performances dans les années 50 et 60. Les gens se roulent dans... Là, par exemple, c'est des sculptures urbaines qui dénoncent la société de consommation. Une belle crème glacée qui est tombée de quel côté, évidemment? Du côté de la crème glacée. Là, une immense scie, vous la voyez? Et encore au travail plongé dans la terre. Ou là, une cuillère à café avec une petite cerise, immense. Voilà. James Rosenquist, ça c'est le suivant, ça c'est son portrait. Et ça, ce sont ses collages. Voilà, on a le président Kennedy, Tartine quelconque, et voilà, encore James Rosenquist, je t'aime avec ma forte. C'est un peu comme une moquerie de la société de consommation, de la culture capitaliste. Il y a 3 bandes horizontales. Alors il y a l'auto, l'amour et le spaghetti en conserve. Voilà. C'est une sorte de niveau de fast-food, le sexe et la consommation de masse. Ce rapprochement forcé entre plusieurs moments de la même réalité en produit donc une autre qui nous amène à réfléchir sur la manière dont nous percevons ces objets qui nous entourent constamment et que nous ne voyons plus. Alors, Roy Lichtenstein, il est né en 23, c'est le plus âgé de tous. Il est le plus subtil dans son expression. Il est venu au pop en 61. Il tire de grandioses images de bande dessinée. Cette technique affiche une prétendue littéralité de copiste en présentant des images décomposées par les points énormes d'une imaginaire trame.
comme s'il s'agissait de véritables agrandissements gigantesques de clichés d'impressions colorées. En réalité, un artiste sensible, il ne copie jamais et interprète ses modèles par une simplification systématique qui rend plus évident encore leur caractère stéréotypé. Son œuvre constitue une véritable analyse de la mythologie figurée de l'Américain du XXe siècle. Donc en 1957, il enseigne à New York. Il apprécie l'expressionnisme abstrait, notamment l'action painting, la peinture d'action gestuelle, on a vu le mouvement déjà de ça. Hein. C'est bien une technique et un mouvement pictural. Cette méthode privilégie l'acte physique du peintre, en égouttant, en projetant de la couleur sur la toile. Le résultat est un témoignage du corps vivant, en action et en mouvement dans l'instant. Des objets peuvent y être associés, mégots de cigarettes, des verres, etc. Puis en 1966, ben voilà, il travaille sur l'agrandissement du pop, du pixel, comment on dit. Il subit l'influence de Alan Caprow. Alan Caprow, c'est aussi un prof d'UNIF qui est aussi très connu pour les happenings. C'est un des pères des happenings. Il a eu une influence sur les travaux de les performances, comment est-ce qu'on appelle ça aujourd'hui, les installations. Donc, il y a eu une influence sur les travaux de l'artiste. Un happening était une performance, représentation, un événement ou une situation qui pouvait être considérée comme un art, soit une intervention artistique. Le happening est spontané. C'est dans cet environnement, donc la différence, vous saisissez bien, hein, c'est une représentation spontanée, hein, mais artistique. Dans cet environnement, Lichtenstein s'est mis à dessiner des emballages de chewing-gum, et c'est Caprow qui lui suggéra de laisser le dessin de bande dessinée dans son état originel. C'est alors qu'il essaya de peindre un papier de chewing-gum en grand format, juste pour voir de quoi ça aurait l'air. En 1961, Lichtenstein a commencé sa première peinture pop art en utilisant des images de dessins animés, des techniques dérivées de l'imprimerie commerciale. Il choisit notamment une image de bande dessinée dans un magasin pour peindre son agrandissement. Toute une série sera d'ailleurs réalisée à partir de bandes dessinées et d'images publicitaires. Tu veux pas lire un petit peu? S'il te plaît. Dans les années 60, Alan Caprow se spécialisait dans l'happening, ce qu'on annonce, qu'on nomme aujourd'hui en français des performances, sorte de manifestation à caractère théâtral et surtout subversive, impliquant les participations du public. Ici, la performance en 1963 à Beverly Hills consista à empiler des blocs de glace sur un périmètre fermé sur lui-même. Merci. Texte manifeste de 58, l'héritage de Jackson Pollock. Nous devons nous préoccuper et même être éblouis par l'espace et les objets de notre vie quotidienne, que ce soit nos corps, nos vêtements, les pièces où l'on vit, ou si le besoin s'en fait sentir, par le caractère grandiose de la 42e rue. Caprow décide dès lors de montrer comme si c'était la première fois le monde que nous avons toujours eu autour de nous, ce qui est l'une des conditions de l'expérience selon John Dewey. Voilà Roy Lichtenstein, habillé de $10 en lithographie. Son premier fils né, puis son deuxième. Cette année, il réalise une lithographie d'un billet de $10. Toujours un peu d'humour, voilà, fausse monnaie. On pourrait dire que ce billet vient juste d'être imprimé au nom qu'il s'agit d'une figuration de celui-ci. Les dimensions sont presque les mêmes entre cette œuvre et un vrai billet de banque. Toutefois, le médaillon représente Hamilton coiffé à la manière de Picasso. Il vaut combien aujourd'hui? Oh, ben écoutez, j'ai jamais. Vous mettez plein de zéros et quand vous ne savez plus comment vous vous appelez, vous vous dites ça doit être ça. Ce qui caractérise le travail de Lichtenstein, ce sont les points de trame, les contours noirs des personnages et la gamme des couleurs industrielles qu'il utilise. L'artiste cherche à atteindre une certaine neutralité pour y parvenir. Il en vient à peindre les effets produits par les techniques de l'imprimerie et les contraintes publicitaires, les hachures, les aplats de quelques couleurs standards
et les points de trame pour l'ombre et le relief évoquent les méthodes d'impression. Tous ces éléments font partie intégrante de l'œuvre. Donc ce n'est pas des agrandissements, hein, c'est lui qui les peint chacun des petits points. Comme ici. Hein. Dans les hachures, les aplats, quelques standards, les points de trame pour l'ombre et le relief évoquent les méthodes d'impression. Une femme en femme. La technique de peinture de Lichtenstein fait allusion au modèle imprimé produit de masse. C'est pourquoi il utilise principalement des couleurs primaires. La technique du frottage qu'il utilisait permettait aux points de croisement plus foncés de se détacher sur les tons plus clairs du fond. Il déposait donc un papier sur une surface texturée, souvent en fin grillage, pour y frotter le papier à l'aide d'un crayon. Cependant, il n'était pas totalement satisfait par l'irrégularité de cette technique. Il tenta divers procédés sur différentes surfaces. En utilisant la surface comme pochoir qu'il plaçait sur le papier pour le tamponner à l'aide d'une sorte de craie à lithographie. Il obtint ainsi la régularité qu'il cherchait. Cette nouvelle méthode ne donnait plus du tout l'impression d'un travail fait à la main. Il utilisa cette technique systématique à partir de 1963. En 1965, il adopte des images de publicité suggérant des scènes de consommation et familiales. Le style qui homogénéise spectaculairement son œuvre depuis le premier look Mickey de 1961, met une distance sensible entre le modèle et son spectateur. Cette manière de traiter les images est acerbe et ne sera pas toujours appréciée par la critique. On peut aussi remarquer que les visages prennent des proportions importantes dans ces tableaux, de sorte qu'ils deviennent un élément principal de la composition. Il se joue des symboles américains à travers ces personnages stylisés, souvent des héroïnes blondes, de maquillage outrancier, révélant sous une apparente légèreté un artiste profondément subversif. Il épure la composition, simplifie le graphisme de l'image choisie. Voilà ici une peinture modulaire en 4 panneaux. À travers cette œuvre, on peut qualifier Lichtenstein d'illusionniste. En effet, le modular painting est composé de 4 panneaux identiques, tant dans leur dimension que dans les motifs. Ceci dit, la forme géométrique centrale remet en question l'assemblage de ces panneaux. On se demande alors s'ils ont des formes hétérogènes. L'exécution de ce tableau est impersonnelle, austère, mécanique. Elle tient le regard à distance pour mieux le leurrer. Vous voyez? Pourtant, il ne s'agit pas d'un tableau abstrait qui, par définition, renvoie à lui-même et n'est jamais l'image de quelque chose. Alors que ce tableau est une reproduction compte tenu de la trame des points qui rappelle la photographie et certaines BD. Modular painting est en quelque sorte une copie d'une copie, un agrandissement de ce qu'elle reproduit, dont la trame est très visible. L'original peut ne pas avoir existé, ni par conséquent sa reproduction. On a d'abord qualifié ce tableau de figure géométrique abstraite, mais peut-être n'a-t-il pour objet que de simuler sa fonction représentative. Regarde Mickey, 1961. Alors, de tous les artistes pop le plus proche du kitsch, dont on peut douter qu'il se détache vraiment, eh bien, Mel Ramos, né en 1935. Le monde des pin-up girls, dans sa stricte littéralité, est le sien. Composé de Richard Lindner, marqué par sa jeunesse en Allemagne et une culture proche du réalisme magique, transpose à partir de 1955 sa critique féroce en un langage mécanique qui rejoint les accents pop par sa facture d'affiche. Plus singulière est la démarche de Jim Dean. Ces emplois d'objets posés sur toile peuvent faire penser à la pratique de Rauschenberg, mais impose des accents beaucoup plus féroces. Son art est beaucoup plus graphique et il s'approche des orientations conceptuelles par la litote de son long. Et voilà Mel Ramos, avec ses héros et héroïnes déjà, Batman, Flash Gordon et tout ça. Puis pour des pubs de toutes sortes. Hein. Ici, vous voyez qu'il fait allusion à un tableau de Manet, mais il y met une américaine à la place. Ce qui avait choqué les tableaux au 19e siècle, les gens au 19e siècle, c'est que la dame ici était une courtisane, au fond, une prostituée, qu'elle n'avait pas le look
c'est vrai, c'est toujours l'amour sacré, l'amour profane. Hein. Alors là, quand on cite si clairement un type de femme qui est vulgaire, ça choque. Ben là, à l'époque, évidemment, quand il nous refait le jeu de ce tableau, en choisissant une jeune femme comme ça, ben c'est évidemment violent pour. Voilà, il s'amuse ici, voilà, c'est un tableau de Velázquez, ben, il reprend son personnage. Ça, c'est un tableau de Boucher du XVIIIe siècle. Ben, il y met une jeune femme contemporaine. Voilà. Alors, Richard Lindner, né en 1900, mort en septembre.